14h01, c'est bien ça. Allez, vas-y. On va commencer? Oui. Ok, très bien. Encore bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le Alors, monde. comme chaque fois, je vous demande au début de couper les micros. Voilà, et on va laisser pas toi, Denis. Bon, d'accord, j'enlève. Bon, voilà, alors en fait, aujourd'hui, on parle du patrimoine, mais on ne présente pas directement le patrimoine d'un village. On présente de manière globale, générale, et aussi de plusieurs projets avec Denis Leroy. Et je te laisse un peu te présenter et on arrive au projet un peu plus tard. Alors, Denis Leroy, moi je suis le nouveau directeur, ça fait 1 an que je suis à l'Écomusée d'Alsace. Je ne m'attendais pas au bout d'1 an à vivre cette expérience de confinement, puisque je suis confiné à l'Écomusée d'Alsace. C'est une décision, puisque je suis strasbourgeois. Un ex-collègue d'ailleurs à Françoise Elkoubi et qui on a passé quelques années ensemble, de belles années je crois ensemble, à la communauté urbaine de Strasbourg. Je suis arrivé il y a 1 an, moi, à l'Écomusée d'Alsace, sans franchement les compétences, et je suis accompagné là par Marie-Blandine, enfin les compétences d'un musée. Une seule expérience pour ceux qui le veulent aussi, je suis aussi président du musée Vaudou à Strasbourg, qui est aussi un peu spécifique, donc arrivé dans le milieu de la culture, que je connaissais plus sur les musiques actuelles par rapport au festival, qui est un écomusée que je ne connaissais pas même avant mon premier entretien. Quand j'y suis arrivé, on entend très, très, très vite amoureux. Comme je dis souvent, on est quand même sur la défense d'un patrimoine. Les bâtiments représentent entre le 15e et début du 20e. Aujourd'hui, on a 84 bâtiments sur 10 hectares, ce qui est énorme, qui a été monté sur une histoire que tout le monde connaît sûrement, de l'équipe un peu des, entre guillemets, zadistes d'une époque, Marc Rothvold et toutes les équipes qui ont sauvegardé les maisons qui étaient destinées à la destruction par les nouveaux projets, et l'Alsace commençait à se déshabiller de bâtiments exemplaires. Donc on a autant de bâtiments qui représentent le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, de différentes époques, qui ont aujourd'hui des vocations qu'on leur a données, qui n'est pas forcément la vocation initiale. Beaucoup restent dans leur jus et dans leur vocation première, mais les familles ayant évolué, et pour pouvoir créer un village sur 10 hectares avec une logique, on a différents territoires avec à peu près une 60 animaux domestiques et de fermes. Et avec la définition d'un écomusée, c'est qu'un écomusée, c'est un musée vivant. C'est-à-dire que si le bâti est ancien, l'époque représentée par les tenues vestimentaires, et vous me corrigez Marie-Blandine à tout moment, hein, les tenues vestimentaires ou l'art de vivre, c'est plutôt le début du XXe siècle, puisque toutes les cultures sont par exemple des années 30, à la méthode des années 30, en dehors quand on n'a pas de visiteurs, on utilise évidemment des machines parce qu'on ne pourrait pas entretenir tout ce bâti de cette manière-là, mais tout le reste dans le jus muséal de le faire vivre. L'idée développée parce que je suis celui qui a souvent la bouche ouverte devant Maurice Dahan, puisque c'est mon dentiste depuis 25 ans et qu'on a souvent des délires et des idées ensemble, et qu'on a toujours développé différents projets, qui m'a présenté Yoav. On était parti sur le délire de raconter l'histoire. Et quand on a parlé de l'écomusée, il y a une histoire qui me gênait moi, étant strasbourgeois et avec la force de la communauté juive à Strasbourg et l'histoire juive en Alsace, c'était de relier l'écomusée naturellement au judaïsme en Alsace et son histoire. Alors, Denis, excuse-moi, avant qu'on va continuer, j'ai gardé une petite surprise pour nous de Mitzper Rimon en Israël. Et c'est, voilà, je vais activer. C'est Gad Tidar qui nous joint de Negev en Israël. Et il ne parle pas français, mais il va nous jouer au début quelque chose et à la fin aussi une petite composition qu'il a composée avec le oud. אתה יכול לנגן.
תודה רבה, גד, תודה רבה. Voilà, merci beaucoup. Denis? J'arrive. Pour être très rapide, parce que pour ne pas déranger là-dedans et qu'il y ait une discussion à un moment donné, donc l'idée était bien à un moment, on a seulement ici comme établissement religieux, le seul qu'on a, c'est une chapelle privée qui est au bout des champs, qui évidemment a été posée à une époque. Et on a aussi un cimetière. Alors, évidemment, on n'a que pierres tombales et personne en dessous. Ce n'était pas le but de déplacer un cimetière. Le but est vraiment de raconter la vie. L'Alsace s'est construite forcément sur des histoires, des guerres, des combats, mais aussi l'arrivée de différentes populations, etc. Puisque si je ne me trompe pas, il y a plus de sachants sûrement parmi vous que nous, mais l'histoire du judaïsme en Alsace daterait même de l'époque des Romains, puisqu'il y aurait des lampes qui auraient été trouvées à une époque. De l'autre côté, surtout en Allemagne. Après, je pense que si on fouille en France, on en trouverait quelques-unes. Mais cette histoire, et on a dans les traditions alsaciennes forcément à raconter cette histoire de comment les différentes communautés ont construit les traditions et ont construit l'Alsace d'aujourd'hui. D'autant plus qu'il faut le faire quand on sait qu'il y a des cimetières qui sont profanés et puis qu'il y a une incompréhension totale et voire même de temps en temps du communautarisme ou voire de l'identitaire. L'écomusée est une terre de débat, est une terre d'accueil. Moi, je suis que le concierge d'un patrimoine qui ne m'appartient pas, mais qui appartient au passé, donc qui appartient à mes ancêtres, à l'Alsace ou au bassin rhénan. Et on a toute cette histoire à pouvoir raconter sous une certaine forme de manière vivante. On a une chance ou une malchance, je peux le dire comme ça, c'est qu'on s'arrête globalement dans les années, aux années 30-40. Donc, il n'est pas question pour nous d'aller raconter des histoires de vie qui ont été douloureuses pour la communauté, mais d'aller raconter la Shoah, puisqu'il faut qu'on sorte de ce débat-là. Et c'était tout le débat qu'on avait avec Maurice, c'était d'essayer de montrer quelle est la vie, quelle était la vie de la communauté juive, le pourquoi des métiers non manuels, la manière dont ils se sont développés en communauté, ils se sont mélangés aux différentes populations, et pourquoi aujourd'hui nous avons sur 240 cimetières à peu près en France, 180 en Alsace, et pourquoi toutes les synagogues se situent aujourd'hui sur le long du Rhin, dans ce bassin-là. Cette histoire, il faut qu'on puisse la raconter de manière très liée, très humaniste entre les différentes populations, entre les différentes strates,
entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin qui ont fait ces traditions. On sait que les vêtements dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ne sont pas les mêmes. On raconte les deux histoires ici. Il faut qu'on puisse raconter aussi la vie, les métiers, avoir un territoire. Et comme il a été dit avant que tout le monde arrive autour de cette table, si je peux me permettre, c'est aussi de voir si demain on ne peut pas accueillir un bâtiment. Alors évidemment, on ne peut pas accueillir une grande synagogue parce qu'on n'a pas le foncier disponible. Mais l'idée est de quand même présenter un bâtiment, d'avoir une maison qui soit une maison d'une famille juive et d'y raconter une histoire, éventuellement avec un bain rituelique, etc. Mais on peut y aller. Tout dépendra aussi de la force des aidants, parce qu'on vit évidemment sur des ressources qui font que quand on rentre un bâtiment, ben, c'est souvent des donations ou des gens qui participent au montage, parce qu'on ne peut pas s'autofinancer. Nous, on a une partie de... Nous, on entretient le patrimoine, c'est-à-dire que dans nos lignes d'investissement, on n'achète pas, mais on entretient ce qui nous est donné. Ce qui n'est déjà pas une mince affaire, hein, parce que ça coûte plus on n'est pas loin d'1 million d'euros quand même par an d'entretien, vu les surfaces de toiture, de poutres, de colombage, de cours, de voiries qu'on a. Donc, c'est un peu le principe. Et on était parti de cette idée de vraiment se raconter cette histoire qui est trop souvent inconnue, et d'ailleurs, je ne la connais pas très bien. Mais qui fait qu'on est plus dans le séparatisme de temps en temps que dans le fait de pouvoir faire du rassemblement, et l'écomusée doit être là-dedans. Et moi, j'ai absolument pas peur des débats, même des luttes contre ça, mais voilà, je souhaite même que l'écomusée, pour exemple, se réapproprie le drapeau Roten-Vis, que c'est approprié Unser et le remettre simplement parce que je ne crois pas qu'il ne leur appartient pas, il appartient aux Alsaciens, quoi. Après, il faut avoir le débat et avoir le courage de le faire, et ça, ce courage-là, je l'ai, moi. Donc, enfin, l'équipe, là, en tout cas. Après, je suis ouvert à toutes les questions, mais... Enfin, Marie-Blandine, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui. Je pourrais peut-être un peu développer, effectivement, sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que l'écomusée d'Alsace, on est un musée de France. Donc, en théorie, on a les mêmes contraintes que le musée du Louvre, par exemple. Après, ça, c'est de la théorie. Nous, on est mieux un musée vivant. On est un écomusée. Donc, ce qu'on montre, ce n'est pas des collections dans des vitrines, on présente du vécu, on présente la vie des gens, et c'est ce que le public vient chercher chez nous. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu l'opportunité dans le passé, notamment il y a une dizaine d'années à peu près, d'exposer des objets qui se trouvaient notamment à Colmar, au musée Bartholdi, qui nous avait été... on avait entendu parler de ça à l'époque, puisqu'il y a un certain nombre d'objets encore du patrimoine juif qui dorment dans des cartons qui n'est pas encore assez montré, assez exposé. Mais ce que nous faisons, nous, à l'écomusée d'Alsace, effectivement, on peut montrer des objets, mais il faut absolument qu'on les mette dans l'ambiance, qu'il faut qu'on les mette dans le vécu du village. Parce que si les gens veulent effectivement aller voir des objets, de beaux objets précieux, bien présentés dans des vitrines, c'est pas ce qu'ils viendront chercher ici et c'est pas ce qu'ils trouveront ici. Nous, on veut vraiment raconter la vie quotidienne, on veut raconter l'histoire en l'appuyant avec des objets et en l'appuyant avec des médiations, c'est-à-dire des gens qui vont présenter la chose. Et pour ça, c'est vrai qu'on compte aussi sur toutes les personnes qui connaissent cette histoire et qui la connaissent bien mieux que nous, parce que c'est à toutes les personnes qui gravitent autour de cela, autour de la culture juive, de nous apporter les éléments, de nous aider à construire ce projet pour le rendre le plus vivant possible, en fait. Alors, avant qu'on commence la question, Denis, moi j'ai une petite question que je t'ai posée quand on s'est vu, et c'était ma première question. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y avait rien par rapport au judaïsme et pourquoi maintenant? Il n'y a pas rien eu. Je pense qu'il y a eu. Il y a quelqu'un qui a raconté là sur écran tout à l'heure qu'il y avait un projet, par exemple, dans les années 2000. Il y a déjà eu un projet dans les années 95 de faire venir la synagogue, par exemple, de Bois-de-Villers. Après, on n'est que des goyes, hein. Excusez-nous entre nous, mais je pense que si dans l'équipe, il y avait eu un moment quelqu'un de la communauté, ça aurait été plus facile. Il faut y penser. Ça a été, il ne faut pas croire que l'écomusée s'est monté en disant on va monter un écomusée. Au départ, l'écomusée s'est monté en disant il y avait des maisons qui étaient destinées à la destruction parce qu'il y avait des projets immobiliers qui se faisaient partout et qu'il y a une bande de ce que j'appelle zadistes, alors que c'est des gens, rassurez-vous, j'ai énormément de respect quand je dis ça, c'est avec un peu d'humour, mais c'est pour présenter la chose,
parce qu'il y avait quand même ici une vingtaine, voire une quarantaine d'architectes qui dormaient sur place, et que c'était un peu une communauté, quoi. C'était le Larzac, si vous préférez, de la sauvegarde du patrimoine. Et c'était des fous, mais des génies, qui ont décidé, parce que l'eau a été déviée de la Ture, qu'ils ont monté une rivière, enfin ils ont monté un étang. On devait monter un écomusée comme aujourd'hui, en demandant des autorisations. Si j'écris les papiers, je pense que dans 2 générations, on n'a pas commencé à avoir les autorisations. Donc, l'opportunité à une époque a fait que ça a permis de créer d'une maison à 2, de 2 à 3. Les réseaux ne sont pas parfaits partout, donc on se retrouve avec un village qui aujourd'hui est un écomusée, sauf qu'à l'époque, ce n'était pas un écomusée, c'était bêtement de la sauvegarde de maisons montées sur des terrains pour pouvoir présenter et les sauvegarder de la destruction. De là, il y a eu des dérives très positives qui sont partis sur l'élevage, sur la manière dont le monter. Il y avait une époque, le passé industriel avec les mines d'Alsace, il y avait aussi des manèges, enfin, il y avait tout un délire de société, mais un délire positif de société à présenter la société d'hier, qui était super riche. Sauf que l'histoire a voulu que les moyens ne permettant pas cette extension-là, parce que c'était hégémonique, ce qui devait, si je relis les écrits des années 90, ont été faits par Marc Rothwald et toute son équipe, aujourd'hui, on ferait la taille de Strasbourg quoi, en développement, ce qui est impossible en gestion. Donc, je pense que les gens n'y ont pas pensé parce que votre patrimoine n'était pas destiné à la destruction à une époque, dans les années 80. Donc, il n'y avait aucune opportunité à raconter cette histoire et à pouvoir lier les histoires. Après, c'est un peu... c'est un point de vue que je partage avec vous. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'exclusion. Il y a eu seulement des opportunités. Et si on a une chapelle, c'est une opportunité. Oui. Et souvent, les bâtiments, le lavoir est un montage entre 2-3 maisons qui sont une opportunité d'aller monter un lavoir. Donc, la tour forte n'est pas réelle. Elle est montée sur des histoires, sur des copies qu'on aurait retrouvées d'une époque, sur Mulhouse, etc. Mais ce n'est pas la vraie histoire. On est aussi fake que vrai. C'est tout le charme de l'écomusée. C'est que l'école n'était pas une école. Mais il a bien fallu mettre une école dans le village, donc il a fallu choisir un bâtiment. Donc ces histoires se sont racontées comme ça, mais dans le vivant, qui est très tardif quand même si c'était de l'animation à une époque, dans le vivant, c'est-à-dire cette notion d'écomusée, est née en 2006, à peu près 2005-2006, quand il y a eu le label des musées de France. Et après, j'avais sûrement des prédécesseurs qui géraient ça au parc d'attractions, qui étaient davantage sur des délires qui ne sont pas les miens. La décision que j'ai prise, moi, avec l'équipe, quand j'ai pris la direction, c'est on retourne aux fondamentaux, on sauvegarde ce patrimoine. C'est notre raison essentielle, c'est de raconter cette histoire de l'Alsace d'avant. Et on ne va pas raconter les maisons de demain. Et on ne peut pas prétendre aujourd'hui inventer le monde de demain. Ce qu'il faut, c'est qu'on raconte le monde d'hier du mieux possible, avec les connaissances qui nous sont données. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, on a retrouvé, enfin on n'a pas retrouvé, elles existaient, mais sur les terrains de l'écomusée, il faut savoir qu'on avait les bases arrières du Hartmannswiller Kopf, avec ce qu'on appelle le Rouchavak, qui étaient les bases arrières donc, des Allemands, où on a retrouvé qu'il y avait 2 régiments complets avec une 50aine de bâtiments, enfin de traces de bâtiments qu'on veut remettre en valeur. Nettement plus que ça, oui. Jusqu'à 1200 hommes de garnison qui pouvaient y loger en même temps. Donc c'est un patrimoine énorme. Donc on a plein d'histoires à raconter et je pense que la vôtre a été oubliée. Après, vraiment, j'en ai pas de raison, mais j'en ai jamais trouvé d'opposition. Ni même Enfin, il n'y avait rien de contre. Il y avait simplement peut-être bêtement, on n'y a pas pensé parce que le développement, c'était un village, un village, une industrie du loisir, des nobles, des pauvres, des paysans, voilà. Et puis là-dessus, on ne l'a pas raconté. Après, la discrétion de votre communauté permettait peut-être pas aussi à l'époque, dans les années 80, de le faire. Mais bon, ne cherchons pas une raison, cherchons une issue, quoi. Allons-y. Je crois qu'il y a eu des oppositions, il y a encore des oppositions fortes. Hein. On a parlé de la collection de Colmar. Aujourd'hui, elle dort dans les caves du consistoire du Haut-Rhin parce qu'ils n'ont pas envie de la mettre dans un espace public et laïque. C'est assez clair. Et les Unterlinden étaient prêts à prendre un certain nombre de pièces de très bonne qualité qui sont aujourd'hui dans des caisses. C'est tout. C'est un choix.
Et je crois qu'il y a une frilosité. Le judaïsme n'est pas objet de show. Et je rappelle que cette affaire de source, que j'ai suivie à l'époque, a complètement capoté parce que quelqu'un d'extrêmement brillant et qui est une référence en matière de judaïsme s'y opposait très durement. Je ne citerai pas, mais certains doivent savoir à qui je pense. Donc voilà. Rigole pas, Françoise. Et donc là-dessus, oui. Alors, ça a été, il y a une résistance des communautés, c'est clair. Le judaïsme ne s'expose pas dans un musée, etc. Gilbert a eu les mêmes problèmes, je vous signale, sur le musée de Bouxwiller. Hein. On a eu les mêmes, et je crois qu'aujourd'hui, le musée de Bouxwiller est une réussite, qui est un écomusée aussi dans son genre, montre un peu et quelque chose qui, je ne dis pas que doit nous inspirer là-dessus, ce dossier, mais qui prouve qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut intéresser le public, c'est déjà pas mal. Alors, il y a des collections, il y a des objets qu'on peut présenter. Il y a des maisons juives, il y a des spécificités de la maison juive, c'est clair. On a parlé du bar rituel. J'en connais un particulièrement qui est encore sous terre, mais il sert à faire pousser les endives parce que c'est un lieu humide, à Coltsheim. Non, mais c'est vrai, à Coltsheim, un paysan m'a emmené un jour dans son élevage d'endives. J'avais parlé avec lui des bars rituels. Il m'a dit ça ne serait pas l'ancien bar rituel si c'était su où se baignait mon arrière-grand-mère. Donc c'est assez drôle. Donc il y a des bars rituels, et puis de toute façon, c'est facile à faire. Mais faire refaire une maison juive avec une maison normale, c'est relativement facile. Il faut un petit peu bricoler la charpente, pour parler de ce cas, etc. On peut s'amuser à ce petit jeu. Des objets, il y en a. Je suis prêt, moi, à donner ma collection d'objets de... Alors, on peut faire ça, par exemple, en parallèle avec l'imagerie alsacienne, même du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin, les Beurer et compagnie, ou les gars de Wissembourg, en utilisant l'imagerie juive du 19e. Et d'ailleurs, on peut très bien mettre en parallèle de l'imagerie chrétienne et de l'imagerie anti-juive. Ça existe aussi. Donc, pourquoi pas s'amuser à ce projet? C'est quelque chose qui pourrait être très beau. Peut-être plus attaquer la maison que l'aspect proprement synagogal. C'est un truc qui n'a pas été fait. Hein. Je ne pense pas que Yoav, dans tes collections, tu aies une seule image juive de Bissembourg. Non. Non. Bon. Moi, j'ai la chance d'en avoir à la maison. Donc, il y avait des misras. Il y a des objets qui existent. Je pense à quelque chose qui est chez toi, que j'avais sorti de Célestat, qui était une Hanouka complètement bricolée d'après-guerre, de 1946, qui montre cette fragilité d'une communauté qui se reconstruit. Donc, il y a des objets, il y a des plats, il y a des choses. Transformer une maison en maison d'un habitat de juifs, entre guillemets, et d'en parler à ce niveau-là, c'est relativement facile. Et parlons Tarlas, parlons de manière tout à fait constructive et matérielle, c'est jouable. On a un certain nombre d'objets, j'en connais un certain nombre, d'autres, si je commence, d'autres vont en sortir et on pourra avoir des choses. On a, voilà. Avec on peut s'arranger aussi avec les musées. Le musée de Strasbourg, si vous êtes musée de France, le musée alsacien qui a une très belle collection vous prêtera des choses. En plus, ils appartiennent non pas au musée alsacien, mais à la Société d'Histoire. Oui. Société d'Histoire. Oui, après, si c'est des objets qui sont déjà présentés, il vaudrait peut-être mieux aller chercher tous les objets qui ne sont pas encore visibles. On a entre 2 et 4 000 objets non présentés qui appartiennent au fond de la Société d'Histoire d'Israël, d'Alsace et de Lorraine. Et par convention, tous ces objets sont conservés au musée alsacien par partenariat avec la ville de Strasbourg. Alors, on en a. Quelque chose à ajouter. Est-ce que vous connaissez la Maison Bleue, le Blauhaus de Breisach, qu'ils ont transformé en une maison juive vivante, entre guillemets, puisqu'il y a des stations d'écoute dans chaque pièce. Chaque pièce a sa vocation. Et il y a une pièce qui est la pièce de prière, c'est très intéressant et je pense que ça peut être inspirant par rapport à ce que vous cherchez à faire. Merci beaucoup. Sur l'Allemagne, il y a également très beau quelque chose, peut-être. Alors, je pense que Madame Schwinger, vous voulez dire quelque chose, non? Oui. Moi, je connais bien l'écomusée, puisque mes grands-parents maternels sont de Bolvillers. Donc, j'y ai passé toutes mes vacances depuis la naissance jusqu'à mon mariage, et après avec mon mari et mes enfants. Voilà. Bon, la synagogue de Bolvillers en tant que telle, c'est pas un modèle architectural très intéressant, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait un projet de transférer la synagogue de Bergheim. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Ouais, ça ne me dit rien non plus. Je ne pense pas que Bergheim soit...
moi, je connais bien, je suis très souvent là-bas, je connais bien la municipalité locale. Je pense qu'ils m'auraient dit un mot s'ils avaient un projet. Hein. Je ne pense pas que Bergheim soit à transférer. Ce qui existe de Bergheim, de toute façon, qui est actuellement utilisé comme synagogue culturelle, avec concert, etc., l'intérieur de Bergheim, l'Arche Sainte, etc., ont été transportés à Bartholdi et donc se trouvent aujourd'hui dans les caves du consistoire. Ah, ok. Et donc, on pourrait avoir je pense qu'il serait peut-être possible d'avoir l'Arche Sainte, quelques objets de Bergheim, par le consistoire du Haut-Rhin. Là, il faudrait demander à Paul Rouget-Lévy, puisque lui, c'est lui qui a l'inventaire, et François Skeplic. Et également, il y a un inventaire qui existe de tout ça, hein, que je n'ai pas moi, mais je connais au moins 3 personnes qui l'ont. Il avait été fait entre autres par Claire Decombe. Et donc là, on a des objets qui pourraient effectivement intégrer une maison juive et que je pense au consistoire est à disposition. Alors, transformer une maison, c'est pas compliqué. Il faut déjà faire un toit, une charpente spéciale, par exemple, pour qu'on puisse ouvrir le toit pour présenter une fête. Il faut creuser un mikvé en bas, c'est une fosse. Hein. Et puis en voiture Simone, on n'a besoin de rien d'autre. Hein. Et après, on trouve des objets à mettre dedans. Des objets de la vie quotidienne. Aussi. Le jardin. Dans tous les cas de figure, les idées sont bonnes et c'est bien. Je suis très content aujourd'hui d'avoir ce débat d'idées que j'ai pu partager avec Yoav et Maurice à un moment donné. Il faut lui donner une histoire. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, il faut qu'on raconte quelque chose et il faut qu'il y ait un groupe de travail. Le pire serait d'avoir la critique en face de nous. C'est-à-dire de se faire démonter en voulant bien faire, de se faire démonter par de mauvaises personnes ou d'avoir un combat à mener derrière dans l'explication des choses. Avec le consistoire, Maurice, Yoav, etc., on en avait parlé. Françoise devait faire partie du groupe de travail, puisque moi j'avais vu un ancien collègue aussi, qui était l'ancien directeur de cabinet de Catherine Trottmann. J'ai pas son nom qui me revient tout de suite. Oui, non. Jean-Claude Ergotte. Voilà, Ergotte. Il y en a un autre aussi qui serait probablement intéressé. C'est celui qui a signé, qui a proposé à Catherine le non-transfert de Balbronn, qui est mal en retraite et qui déprime, n'a rien à voir à foutre. Norbert Angel, pour nous accompagner là-dedans. Je peux bien vous accompagner aussi dans la partie historique, et puis je connais un peu les objets. L'idée, c'est que, de toute façon, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe derrière, parce qu'il faut qu'il y ait une explication, parce que d'ailleurs, je l'espère presque, qu'il y ait un combat qui se monte là-dessus. Parce que qui dit combat dit explication, de temps en temps, il faut. Il y a trop de non-dits aujourd'hui, et s'il y a des cimetières qui sont profanés, c'est qu'il y a de la connerie qui circule encore trop, et qu'on se retrouve là-dedans. Nous, les termes sont assez simples. On est terre d'accueil, on a des choses, on a des terrains, on a des possibilités de construire, on a des possibilités d'aménager, on a des possibilités de faire du temporaire, du semi-permanent, de raconter des histoires sur 5 ans, sur 10 ans. On a la possibilité de faire des animations aussi, de tenir les choses. Voilà. Comme je disais à peu près de manière un peu brute, je me considère comme le concierge du patrimoine des autres et vous êtes parmi les autres. Et l'idée, c'était de dire, voilà, comment on construit une histoire, comment on se raconte une histoire, comment on raconte l'histoire et on intègre l'histoire à ce qui se fait déjà. Est-ce qu'on fait une famille de paysans? Est-ce qu'on fait une famille non d'artisans, mais de certains métiers qui ont représenté et qui ont fait la communauté en Alsace? Faut-il mettre un jardin par un jardin? Faut-il voilà. On a plein de choses qui sont possibles, mais il faut qu'on puisse les écrire et créer quelque chose. Il faut qu'il y ait un groupe. Et de ce groupe, avec notre conservation, qu'on arrive à le poser, pas comme… Il ne faut pas que ça fasse tâche dans le paysage, mais qu'il s'intègre totalement pour qu'on puisse après expliquer à tout le monde. On a 180 000 à 200 000 visiteurs par an, nous, qu'on puisse raconter cette histoire à la rentrée, autant dans la médiation, c'est-à-dire de mettre des médiateurs et de les habiller, autant dans le bâti, enfin dans l'inerte et dans le mouvement, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Ça va prendre beaucoup de directions parce qu'on peut aussi penser à l'explication du judéo-alsacien. Enfin, ça va avoir beaucoup de ramifications. C'est pour ça que les personnes qui s'engageraient avec nous, on les invite vraiment à creuser tous ces sujets pour monter quelque chose de plus complet et de plus vivant possible. C'est certain. Ah, simplement, le point de départ, je pense qu'il faut un espace. Et je dirais que ça peut être n'importe quelle maison pauvre, parce que la maison du juif 19e est une maison pauvre. Hein. Il y a les juifs des villes, les juifs riches.
Je peux vous emmener en voir quelques-unes. Il y en a des très très belles, en particulier à dans Oberbronn, par exemple. Il y a des maisons pauvres, des masures littéralement qui sont conservées. Alors j'espère à chaque fois que j'y vais, je ne vais pas la trouver par terre, mais elles sont toujours là. On peut voir des choses comme ça. Donc on peut prendre quelque chose de pauvre, on peut prendre quelque chose de riche. Il n'y a pas de maison juive, entre guillemets, de type de maison juive. Une maison juive, c'est une maison habitée par des juifs. Et à partir de là, on peut en faire un cadre avec un minimum de transformation. Je vous dis, rajouter un bar rituel et rajouter un toit qui s'ouvre. Et après, bon, on construit à l'intérieur, on ne touche pas à l'espace. Donc il faut, la première chose, c'est décider, on le fait là avec une maison et ensuite, à partir de là, voir qu'est-ce qu'on veut présenter, avec quels objets. Encore une fois, les objets sont disponibles et après, quelle histoire on va raconter en lien avec les objets. Oui. Ça ne me paraît pas un projet difficile, sauf que chacun voudra faire différemment de tous les autres, mais bon, je pense que pour moi, la chose qui est vraiment excitant par rapport au projet, c'est qu'on ne va pas créer un musée. Non. Voilà. Une maison, un lieu de vie. Voilà. En fait, écomusée, c'est un endroit qui est vivant. C'est un endroit c'est un village vivant. Et c'est ça la différence entre encore un musée, encore mettre quelque chose dans une vitrine. Et l'idée, c'est vraiment animer les savoirs, les objets, les paysages, tout par rapport à l'activité des visiteurs. L'idée, c'est vraiment que ce sera quelque chose qui est vivant. Ouais. Après, je ne sais pas quelle est la politique de l'écomusée. À Bouxwiller, on a quand même une politique qui est assez claire. Très souvent, quand on a besoin de montrer quelque chose, on a recours au facsimilé. Et je dirais même que pour les objets religieux, c'est un principe. Parce que, bon, une des attitudes de Gilbert Weil, pour laquelle je ne suis pas toujours d'accord, hein, parce que un bout de carton pour représenter un bout d'Aribonyme, un ornement de Torah, ça me gêne, c'est que, mais là, en l'occurrence, on n'est pas religieux, donc ce n'est pas le problème, on présente systématiquement, on préfère presque présenter des facsimilés qui vont dans le sens que de présenter un objet qu'on mettrait en danger. Quelle est la politique de ce côté-là de l'écomusée? J'en sais rien. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. En fait, on a tous les cas de figure. Nous, on a les objets qui sont vraiment précieux, musées, qui doivent être sécurisés. Ça peut même se faire dans le cadre d'une maison, par exemple, si on y met une vitrine sur mesure, par exemple, qui s'intégrerait dans la maison. Ça, c'est pour un objet du patrimoine qui doit vraiment être préservé. On a les objets qui sont courants, qui sont de la vie courante, donc on pourrait avoir en grand nombre. Donc on peut les exposer et si jamais ils venaient être altérés, on sait qu'on en a, je parle d'un outil par exemple d'artisan, on sait qu'on en a beaucoup d'autres en réserve, que ce n'est pas quelque chose de rare et que donc le cas échéant on pourrait le remplacer. Ça c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure, effectivement, c'est le facsimilé. On peut aussi en faire, donc on a ces trois possibilités, soit l'objet sanctuarisé, soit l'objet qu'on appelle usuel, parce qu'on peut éventuellement manipuler, soit le facsimilé. Donc, on est vraiment ouvert à tout. Donc, on peut à ce moment-là prendre quelques décisions et faire des choses. Pour moi, ça ne pose pas un problème. Il faut qu'il y ait une commission et que les gens raconter l'histoire qu'on va raconter. Et qu'est-ce qu'on va présenter dans les pièces et qu'est-ce qu'on va pouvoir garder comme espace vide aussi pour faire des animations, des choses dedans. Si vous me permettez, je peux faire un partage d'écran parce qu'on avait une idée. Vas-y. On a plusieurs idées. Je vais partager mon écran si vous voulez bien. Voilà. C'est une vue aérienne de l'écomusée que je peux vous présenter. Là. Là, je vous appelle depuis ici. Ça, c'est la place principale avec l'hôtel des loges ici, avec l'étang derrière, la rivière qui part. L'entrée est vers le bas ici. La tour forte dont je parlais tout à l'heure avec les jardins médiévaux qui vont se transformer en roseraie. En face, on a l'huilerie. Il y a un bâtiment qui s'est monté ici, si vous voyez ma souris bouger, sur le 30e anniversaire, à côté du lavoir. Et la maison de Rixheim. Et la maison de Rixheim, j'ai trouvé quelques images sur Internet que je peux vous montrer, qui est cette maison-là en construction. En version terminée, elle est à peu près comme ça. Ça, c'est vu de côté. Et qui est une maison, alors pas loin du lavoir. Pourquoi? Parce que le lavoir nous permettrait d'avoir une partie eau. Et donc, éventuellement, si on veut monter un bain rituelique, on est à côté de la place principale et en face de la tour forte, qui serait un des bâtiments qu'on pourrait dédier. C'est-à-dire, ça pourrait être la maison juive de l'écomusée, sur lequel on peut faire des adaptations. Et aujourd'hui, c'était une des ambiances. Si je reviens à l'image précédente,
Pardon? Il y a une cave. Non, on n'a pas de cave à l'écomusée, on est à 1,50 m de la nappe phréatique. Tu vois, pour un bar rituel, il faut une cave. Enfin, faut voir des céramiques. Donc, qu'on arrive à creuser à On peut le mettre côté. dans un appentis. On peut le mettre dans un appentis à côté. Ouais, c'est ça, elle n'était pas obligatoirement dans la maison si je ne m'abuse. Donc on peut à côté éventuellement creuser, ça c'est pas un problème, on n'a pas de réseau qui passe derrière pour pouvoir le faire. Et on a assez d'espace sur l'arrière pour pouvoir créer dans cette zone-là, pour pouvoir créer ça. Mais on aurait une histoire à raconter là. Après, voilà, il faut que l'histoire elle soit itinérante et qu'elle puisse bouger. Si demain on accueillait une synagogue, il y avait une possibilité soit de l'implanter en cœur de village et de la mettre à côté de Souls, du moulin de Souls, soit de la mettre légèrement à l'extérieur, mais là, je n'ai pas de photo aérienne, enfin, je pourrais en chercher. Peut-être que j'en ai une un peu plus ouverte, je ne sais pas. Non, c'est la place principale. Enfin, je n'en ai pas là, mais qui permettrait Alors, si, j'en ai une carrément en aérienne beaucoup plus grande. Donc là, vous avez la totalité de l'écomusée, enfin la totalité du village de l'écomusée avec la gare ici. La maison dont je parlais et se trouve là, dans cet angle-là. Et il y aurait une possibilité aussi de terrain sur la bordure ici du village, plus à l'extérieur, entre guillemets, toujours sur l'axe principal, mais qui pourrait le mettre, parce que tout dépend de l'empattement et de la place. Mais il y aurait une logique à la mettre. Ici, le village est à peu près coupé en deux, avec Barin ici, Orin là. La petite maison que j'ai vue, elle me rappelle furieusement deux maisons juives existantes, hein, qui sont présentes. Alors, il y a celle de Beurbrunn que je vous ai citée, et puis il y a celle de Durmenac, qui ressemble un peu à ça. Ça ressemble beaucoup. Qui est actuellement en utilisation comme micro-musée. Vous pouvez aller voir, elle existe, elle est ouverte. C'est la maison de Moïse, je crois qu'on l'appelle. Après, on peut sûrement descendre ici, puisque l'huilerie est en sous-sol. Hein. Pardon ? On peut utiliser le premier étage ? Oui. On peut l'utiliser. La problématique, après, c'est les ERP et les sorties de secours. Il faut faire 2 escaliers, quoi. Non, on peut. Ouais, après, c'est plus difficile. Après, on fait à peu près ce qu'on veut. C'est à condition de ne pas détruire la façade et de ne pas enlever le caractère, dire musée, où ça, on sait le travailler. Il y a plusieurs maisons qui sont visitables. Il y aura un truc à faire, c'est au premier étage, de faire un facsimilé de Trenheim. Voilà. Demain, on va présenter Trenheim. Il y a quelque chose à faire avec le premier étage, qui serait quand même, on cherche depuis 20 ans une solution pour présenter Trenheim de manière intelligente. C'est quand même un des très hauts lieux de l'Alsace. Je ne suis pas la maison, elle m'a l'air assez petite, mais bon, elle est petite. Hein. Oui, elle est assez petite parce qu'effectivement, c'est une maison modeste, donc elle est de petite dimension. Oui. Après, elle n'est pas obligée d'avoir une très grande maison. Il y a un judaïsme pauvre, le judaïsme 19e est un judaïsme pauvre. Hein. On n'est pas dans un village de riches, hein, dans tous les cas de figure. Plutôt, voilà, on a cette maison. Il faut s'orienter sur des maisons. Alors, Trenheim, par contre, c'est une maison patricienne. C'est vrai que toutes les maisons juives qu'on a, que les gens ont en tête, c'est des maisons juives de qualité, parce que les autres ont souvent été démolies. Hein. Mais bon, j'en ai un certain nombre d'exemples en tête, qui sont des maisons extrêmement pauvres. Après, comme je disais tout à l'heure, nous avons des espaces d'exposition aussi, de petites salles ou de grandes salles qui font qu'on peut raconter une histoire autre sur la communauté, soit sur les métiers, soit sur la communauté plus riche à un moment donné, ou les apports qu'elle a fait, ou sa manière de fonctionner, de manière temporaire. De toute façon, il est évident que si on monte une maison alsacienne, c'est que c'est là où on sera en permanent. Une maison alsacienne d'origine juive ou qui abritait une famille juive, et qu'ensuite on raconte d'autres histoires à côté, comme nous, on a de temps en temps les coiffes, ou qu'on raconte les expos-terres, ou qu'on raconte d'autres histoires dans d'autres territoires. En tout cas, bienvenue. Si vous préférez mon message d'aujourd'hui, c'est avec Yoav, on y travaille et on s'est fait attraper par le Covid, non pas personnellement, mais ça a un peu stoppé nos réflexions et qu'on se dit que maintenant on a un peu le temps et qu'on voulait profiter de le fait de pouvoir se rassembler sous forme de vidéo pour faire un peu un appel au peuple, éventuellement se battre contre les gens qui sont réticents parce qu'on n'est pas obligé toujours d'écouter tout le monde. Hein. Il y a de temps en temps des gens très intelligents qui disent des grosses conneries. Et qu'on peut aller, en tout cas avec Maurice, on était partant pour aller raconter cette histoire
et de sortir de la tristitude, comme il dit un peu trop souvent racontée dans la communauté, qui a une réalité qu'il faut évidemment faire perdurer et défendre, et de manière à ce que personne n'oublie les drames qui sont arrivés, mais qu'on raconte aussi vivant, parce qu'il y a ici un nombre de passages et ici une vraie histoire vivante à raconter, quoi. Alors, écoute, bon, simplement en quelques secondes, moi j'ai vu la maison maintenant, c'est le projet. Je dirais, alors, comme ça, de bref, sans avoir réfléchi vraiment, je dirais que je vais avoir un rez-de-chaussée avec. C'est un 2 pièces, un rez-de-chaussée, pas plus. Hein. Oui, c'est ça. Bon, alors peut-être un bout de cuisine avec un peu de cache-route, une chambre à coucher avec quelques images religieuses et autres, une pièce à vivre. Au premier étage, tu as bien sûr, là, je verrais bien Trenheim faire quelque chose à partir de Trenheim, et de l'autre côté, à côté, faire une souka, rappeler la dimension religieuse, et cette souka avec un toit ouvrant qui serait là. Et dans une panique, c'est un peu comme dans le temps, on avait les chiottes à côté de la maison, excusez-moi, un petit migvé, et puis on raconterait la vie domestique des gens chez eux, avec leur migvé. Et on pourrait mettre des photos tirées de droite à gauche, il y en a. On pourrait, par exemple, la Bouxwiller, le mikvé était dans une maison attenante. Donc on pourrait assez facilement, à partir de cet espace, faire quelque chose qui serait sympa. Les objets, ils existent. La plupart, je sais où ils sont. C'est jouable, hein, ça peut se faire assez simplement. Je pense qu'on a quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, mais qui rassemble un tout petit peu, c'est le musée des Marmoutiers. Le Marmoutier, le Marmoutier, tu es quand même dans le religieux pur et dur. Hein, tu as peu d'objets qui sont des objets modestes, on va dire. Par contre, tu as effectivement le musée de Marmoutier. Aurait pu avoir cette fameuse souka qui se lève, mais le toit a été remplacé, donc pas si longtemps que ça d'ailleurs. On a encore des photos de l'ancien. Et il y a le bain rituel, effectivement, qui est dans la cave. Voilà. Et qu'on a 50 fois en Alsace. Hein. Peut-être Ingrid, tu veux nous dire quelques mots par rapport au Marmoutier? D'accord. Là, je regardais juste. On m'entend? Bonjour à tous. Oui. Oui, c'est vrai que la collection de Judaïka de Marmoutier, du musée de Marmoutier, c'est essentiellement les fêtes religieuses, mais après, c'est aussi la célébration du Shabbat, des choses de la vie courante. Hein. Donc, il y a possibilité de voir avec Bernard Hoff si on peut prêter des objets pour des expositions temporaires ou d'autres événements. Yoav, on partirait plus sur une maison de type juive plutôt que sur une synagogue? Ou est-ce qu'on peut envisager de faire un mixte? Moi, je vois ça plutôt comme ça. La synagogue et la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. C'est deux maisons différentes, hein, c'est deux bâtiments différents. Oui, mais il faut voir si la possibilité. C'est facile à faire. Après, quand on trouve une synagogue, on en fait une. Il faut juste savoir laquelle. Et celle-là, ça sera beaucoup plus cher, beaucoup plus difficile. Il y en a, je ne sais plus laquelle, il y en a une qui est à vendre, mais qui doit encore avoir son arche sainte. Je sais pas si il y en a une ou deux dans le Haut-Rhin, parce qu'il ne faut pas obliger que là, on parle barinois. Dès qu'on va commencer à faire de ce travail, il va falloir vraiment prendre des pincettes pour travailler avec les gens du Haut-Rhin, hein, qui vont être. Absolument. Nous bondir dessus. Hein. À ce moment-là, moi, il vaut mieux que je me mette dans un coin. Mais bon. Mais bon, il y a une synagogue, oui, mais il y en a deux ou trois. Il y a Dornac qui est pas loin. Il y a Bolvillers. Il y en a plusieurs dans le coin qui sont. Absheim était à vendre l'année dernière, on a pu la visiter. Toujours pas, je crois. Hein. Je crois que la synagogue de Bolvillers a été achetée par la maison de retraite qui est juste attenante. Qu'est-ce qu'ils font avec l'Arche Sainte? Je sais pas. Une synagogue. Si on déplace l'Arche Sainte, on a à peu près tout déplacé, le bâtiment lui-même. Oui. Celle de Dornac appartient à la municipalité de Mulhouse, qui n'a pas encore décidé d'orientation. Et cette espèce de hangar qui était une synagogue à Absheim que nous avions visité avec toi, Michel, l'année dernière. Je sais que je crois que l'ensemble, le toit a été vendu en bloc, je crois. La famille Jorberken.
À ce moment-là, si le toit est descendu en bloc, peut-être qu'ils veulent les démonter. À ce moment-là, peut-être récupérer au moins les portes, les choses comme ça. Enfin, moi, ce qui est récupérable. Le reste, on reconstitue. C'est ce qui était prévu de toute façon pour Soultz, dans ma mémoire. Et Soultz, l'arnage-codage doit encore exister dans un coin. Je peux rajouter même que dans les visions qu'on a eues et les partages de temps en temps sur Internet qu'on partageait avec Yoav et Maurice, c'était aussi de dire on peut aussi, comme vous dites, un facsimilé, c'est-à-dire de réduire les dimensions. Parce que si on en a dans des villages qui sont très grands, on peut la faire aux 2/3, reconstruire, reprendre les fenêtres, etc. Il y a une partie des bâtiments, la gare de Bolvillers, par exemple, est aujourd'hui, l'ancienne gare est aujourd'hui à l'écomusée, elle n'est pas dans ces dimensions initiales. On a repris le grès, les tours de fenêtre, le principal, puis on réduit. Parce que si tu allais monter un bâtiment qui fait 400 mètres carrés au sol, ça n'aurait aucun sens au milieu d'un village. Enfin, il ne faut pas que ce soit. Ça va faire de la disproportion, quoi. Qu'est-ce qu'il en est de la synagogue de Eunheim, qui est une petite synagogue de pauvres, justement, alors qui est peut-être disponible? Il y en a une aussi que les gens vendraient avec plaisir, c'est Rothbard. Hein. Y aller prochainement. Rothbard, j'ai entendu dire que c'est pas brillant et que les gens veulent pas la. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent en faire. Alors là, je ne sais pas. Là, il y a un problème Rothbard. Bon, j'ai rendez-vous avec. J'aurais dû y être cette semaine. Et la Rona Kodesh qui est de Bergen et qui reste encore à Colmar. Il n'y a pas moyen de l'exporter à l'économie. L'avantage, il n'est pas grand, il est en bois. Il n'est pas très grand, il est en bois, il est polychrome, il serait sympa. Bon, après, je ne sais pas si c'est aujourd'hui avec un parterre, même si on est tous, vous êtes tous sûrement des forces actives là-dedans. Ça doit obligatoirement, à mon avis, déjà passer par un groupe de travail qui va pouvoir définir, parce que de toute façon, il y aura des gens à convaincre, qu'il y aura forcément débat, que je pense qu'à l'intérieur même du consistoire, entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, je crois entendre que vous avez de l'eau dans le gaz. Non, moi, personnellement. Non. Il n'y a pas d'eau dans le gaz et les rapports sont très cordiaux. Bon, après, voilà, faut presque nous faire des propositions. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, en tant que directeur, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. J'ai juste une question de conservation, de dimensionnement, de discours à tenir. Mais ça peut s'écrire assez vite et ensuite de le défendre. Il y aura débat et j'espère qu'il y aura débat. Parce qu'il faut qu'il y ait débat pour avancer, et nos sociétés avancent par le débat. Voilà, on reste très ouvert à cela, et ça peut aussi avoir des rappels à un moment, d'avoir différentes dimensions, comme on l'expliquait, par l'objet, par le mouvement, par la vie, par la présentation, par le religieux, sous certaines formes. Par contre, tout est désacralisé, forcément. Quelqu'un qui a très bien dépeint la vie quotidienne des Juifs dans la campagne, c'est Alphonse Lévy aussi. Hein. Absolument. Ouais. Il y en a d'autres. Hein. Ça peut inspirer pas mal. Très peu historique. Starbonne aussi, mais ça aussi, c'est très idyllique, très peu historique. Non, mais c'est un bon support, disons. Ah bah, on a les gravures. Hein. Et en plus, on trouve des originaux partout. Oui, mais ça explique très bien les coutumes et tout ça. Alors, il nous reste 10 minutes. Et si vous avez des questions, on va poser maintenant. Et à la fin, on aura. Yoav, c'est José. Bonjour, Yoav. Bonjour tout le monde. Je ne vois pas ta tête, s'il te plaît. Mets la caméra. Ça ne vaut pas le coup. Hein. Je te jure que ça ne vaut pas le coup. On t'a vu hier ou avant-hier, ça va. La barbe a un peu poussé, c'est pas grave. Yoav, je voulais savoir. Oui. Toi, tu parles au nom du consistoire du Bas-Rhin, mais est-ce que assiste aujourd'hui là, à ce Zoom-là ton homologue orinois aussi ou... Il est malade. Il n'est pas bien encore. Hein. Aujourd'hui, non, il n'est pas avec nous là. Il y en a. Il n'est pas en état, Cohen. Non, mais de toute façon, José, on se mettra en rapport avec eux. Ça fait. Il n'est pas en état aujourd'hui. On est toujours en contact avec les consistoires du Haut-Rhin. Si ça part des cultures, des patrimoines ou des autres choses. Parce que comme c'est chez eux, je pense. Enfin bon, moi, c'était une réflexion, hein, moi. Ouais. Non, on a un contact quotidien par rapport à tout.
Sinon, je peux faire la traduction. Je parle aussi bien alsacien du Haut-Rhin que du Bas-Rhin. Donc, il y a il y a moyen. Avec Kelly, il y a moyen de faire des choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Denis? Moi, j'aimerais savoir, Denis, combien de visiteurs vous avez par an et Alors, l'année dernière, 185 000. Oui. Là-dessus, on a une division parce qu'il y a différentes catégories, évidemment. Il y a le visiteur. On est majoritairement sur 135 000 à peu près de visiteurs, enfin, ce qu'on appelle nous, les individuels qui viennent en famille ou des voisins. Et ensuite, on a 25 000 gamins qui venaient par an. Donc, il faut que ça se réorganise parce qu'avec les sorties scolaires, ça va être difficile puisqu'on a un centre pédagogique où on peut faire hébergement aussi, puisqu'il y a des gens qui restent, enfin, il y a des écoles qui restent 3-4 jours sur site. Et ensuite, on a évidemment tout ce qui est événementiel, c'est-à-dire mariage, différents événements d'entreprise, comités, etc. Donc, ça se divise comme ça. Et c'est grosso modo 70, un peu plus de 70% individuel et le reste se divise entre la pédagogie, etc. On va accueillir aussi une école très prochainement, un centre de formation sur la sauvegarde du patrimoine et l'éco-construction. On a aussi des champs qui vont permettre de le faire. Donc, on table grosso modo sur 200 000 visiteurs par an, plus ou moins en fonction de la fluctuation des années et de la météo, quoi. C'est surtout du local ou bien on a une part d'étrangers? 60-40. 70-40. 60-40, on a 60% de locaux, c'est-à-dire dans un rayon de 100 km, entre les Suisses, les Allemands, les Alsaciens et Vosgiens-Lorrains, un peu du territoire de Belfort et de la Franche-Comté. Et le reste se divise par les gens de passage qui viennent visiter l'Alsace en un village plutôt que de faire le tour de tout. Et à Noël, vous organisez aussi des événements, non? Alors, on a une grosse saison à Noël qui est évidemment la période de Noël, puisque nous, on met un mois pour décorer le village en ambiance de Noël. Et on ne fait pas le Noël consumérisme, puisqu'on n'a pas de marché de Noël. On a un petit marché des artisans. Mais on présente Noël d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a une partie un peu Las Vegas aux lumières, ce que les enfants attendent. Alors, quand je dis Las Vegas, vous imaginez que ce n'est pas éclairé comme à Las Vegas, mais que oui, c'est dans le respect de la tradition tout de même. mais à côté beaucoup plus de lumière et le reste du village est présenté en Noël d'autrefois, où là, c'est des chants, c'est plus des scénettes dans les maisons, où il y a moins d'éclairage, mais l'éclairage se faisait à la maison, puisque c'était des réunions de famille, etc. On pensait même, et on en avait parlé avec Yoav, que cette année, au mois de novembre, on puisse aussi faire la fête juive qui correspond à Noël, et qu'on puisse se mettre en avant à un moment de… Voilà, mais racontez votre histoire chez nous, votre histoire est la nôtre. Oui, et puis… Pardon, j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que cette histoire, il faut aussi nous l'apprendre, parce que comme le disait Denis, il y a des scénettes qui se jouent. En fait, nos médiateurs sont un petit peu à mi-chemin entre le guide et l'acteur. Donc, c'est eux qui racontent les histoires, donc il faut aussi transmettre ce savoir pour qu'on puisse le raconter à nos visiteurs de la manière la plus juste, la plus authentique possible. Et les visiteurs se sentent vraiment plongés dans une ambiance, dans une histoire qu'ils vont comprendre et qu'ils vont apprécier. Donc, la passation de savoir est très, très importante pour nos personnels aussi. Et je vais avoir la même, excuse-moi Yoav, je vais avoir juste, je vais être un peu brutal, mais c'est connaissant Maurice et tous les débats qu'on peut avoir tous les deux de temps en temps, qui sont absolument passionnants et passionnés. La communauté est endogène, très souvent repliée sur elle-même, et ce qui est à peu près normal dans toutes les communautés et toutes les traditions. C'est bien tout le débat qu'on avait tous les deux, c'est bien cette phase d'ouverture qu'on va faire, c'est-à-dire que comment on raconte non plus le mort mais le vivant, comment on s'ouvre à l'extérieur, et c'était vraiment ce débat, ça a été fait comme ça, et franchement avec Maurice c'était l'échange, il faut maintenant qu'on vive, et pour qu'on vive, il faut qu'on raconte toutes les histoires vivantes du temps et comment on s'est construit tous ensemble, et qu'on arrête justement de se replier tous sur nous-mêmes, vous, votre communauté, comme nous, les Alsaciens, comme les Haut-Rhénois et Bas-Rhénois qui n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule, alors que ça n'a pas de sens. Comment on arrive aujourd'hui à s'ouvrir, ouvrir les bras et raconter au monde qui on est, dans les débats, les guerres de famille, comme on en a dans des couples, mais il faut s'ouvrir à l'extérieur. Et l'écomusée doit être, il l'est et il doit encore l'être, et encore plus fort,
c'est ce territoire d'expression où on va expliquer aux gens, et où on va montrer ces mélanges qu'ont construit tout le monde. Il n'y a pas un village qui, aujourd'hui en Alsace, ne peut pas raconter son histoire sans qu'il y ait eu une histoire des familles juives. Sauf que ça n'a pas voulu se raconter. C'est un peu l'histoire du grand silence allemand, hein, de l'après-guerre. Les gens n'ont pas voulu le raconter. Je pense qu'il est grand temps qu'on ouvre toute notre gueule et qu'on aille crier ça sur les toits, quoi. Alors, simplement deux choses. Un, je crois que je peux vous dire, je pense que la Société d'Histoire va vous soutenir à fond et va aller avec vous. Hein. C'est l'histoire des Israélites. Deux, Musée de Books aussi, qui a quand même été un des premiers à vouloir mettre le judaïsme à la portée de tous. Ça, c'est la deuxième chose. Et côté allemand, malheureusement, encore aujourd'hui, même là où il y a des juifs, et essentiellement des associations non juives, souvent protestantes d'ailleurs, qui racontent le judaïsme. Et ça me fait bondir, mais ils existent. Et bienvenue. Si vous arrivez à monter un groupe de travail assez rapide, nous, on s'y associe très volontiers et on vient accompagner tout ça. Des visites sont faisables dès qu'on sera tous déconfinés. Et je ne sais même pas si ça se dit déconfiné, parce que ça fait un peu confiture, ça. Mais oui, on sortira du confinement. Voilà, peut-être pour l'occasion. et qu'on aille mettre au milieu de ce beau village l'histoire, l'agriculture, le métier, voilà, et qu'on se raconte tout et qu'on est capable de le défendre, quoi. Et surtout qu'il y ait débat, quoi. Alors, s'il n'y a pas des autres questions, est-ce que il nous reste quelques minutes. Vous voulez encore une question à Denis ou à une autre personne? Non, je crois que ce qu'il faut dire à Denis, c'est qu'on va se constituer un comité, une cellule, aussi bien dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, oui. Et que ce temps de confinement nous permettra aussi de mettre à profit ce temps pour monter un dossier, oui. Lui en faire part, lui présenter et voir comment on peut aboutir à quelque chose de concret. C'est très sympa, Laurent. Et puis, on s'y associera dès le début, hein, qu'on donne des idées. Et ce qu'il faut surtout penser, c'est qu'il ne faut pas essayer de construire une montagne tout de suite. Il faut faire des petites collines et avancer, parce qu'on peut prendre le temps d'y aller, mais il faut déjà poser les premières pierres. Et si on pouvait les poser assez rapidement, c'est ce que je vous disais au début, je profite du confinement pour changer l'image de l'écomusée, non pas l'image totale, mais on va faire une zone, par exemple, de 9000 m² de développement durable pour des gamins qui puissent jouer un peu à la Montessori, avec la découverte de l'eau, du bois, de la nature, du développement durable. On est en train de refaire pas mal de travaux là pour pouvoir remettre le village et de raconter une histoire, parce que il y a des intérieurs qui sont en train de se reconstruire. Je crois que le défaut de l'écomusée, quand je suis arrivé, c'est que ceux qui sont venus il y a 20 ans et qui ont trouvé une gamelle posée à l'entrée à droite sur un meuble, reviennent 20 ans après, et puis la même gamelle est posée toujours sur le même meuble à droite. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est que j'ai fait sortir dans déjà 5 maisons, on va essayer d'en faire 10 cette année, puis 20 l'année prochaine, les intérieurs, on rechange et on remet, on raconte des histoires dans des endroits, c'est-à-dire qu'on arrête d'être sur une ligne continue, et on va faire bouger, donner du mouvement là-dedans pour le faire évoluer et raconter que la vie, la grand-mère, quand elle cède à sa fille la maison, la fille change probablement la couleur de la cuisine ou change le meuble de place. Et ben, on va faire vivre ce village tel qu'il aurait pu vivre entre différentes générations, rentrer dans le 4e décennie. Et justement, dans cette 4e décennie, si on peut demain, déjà à Noël, ne serait-ce que de mettre une ambiance, mais d'expliquer à l'ouverture au mois d'avril l'année prochaine qu'on accueille un objet et l'histoire juive à l'Écomusée d'Alsace, c'est quelque chose qui peut, un, nous permettre de faire une belle ouverture, deux, de pouvoir ressortir de cette période un peu bizarre du Covid-19 en s'ouvrant à tout le monde, quoi. Et je pense qu'on a avancé énormément aujourd'hui avec le Zoom. Pour info, j'ai la liste et je prends toutes les photos de l'exposition sur le judaïsme alsacien de 98 et la précédente. Ça pourrait déjà nous donner pas mal de trucs. Oui, oui. Je dois avoir les dossiers quelque part. On a part. exposé aujourd'hui les projets un peu avec tout le monde. Et si vous avez des idées, si vous avez des questions, je pense qu'on est totalement ouvert pour ça, non? Et voilà.
Est-ce que quelqu'un veut réagir encore avant qu'on fasse la musique? Moi, j'aimerais juste saluer tout le monde et vous remercier parce que je repars sur un autre Zoom. Donc, si vous me permettez, je vous salue tous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt. Et je coupe pour repartir sur une autre conversation si ça ne vous dérange pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, on va accueillir encore une fois גד. גד, אתה יכול לנגן בשמחה. תודה רבה. אז רק אספר, קוראים לי גד תדהר, ואני מנגן בהרכב שלי אנסמבל פארן, שאני מאמין שכולכם תאהבו, ואני אנגן יצירה שכשיגמר הסגר אני אפגוש את החברים סוף סוף ונלמד אותה לנגן ביחד. אז קוראים ליצירה הזו שמש האביב, בתקווה לימים טובים יותר. תודה. אני יכול למצוא מישהו שיתרגם? מי רוצה לתרגם? נמצא את הישראלים. אמרת? Oui, je ne me rappelle plus des noms. Alors, il attend la fin, Gad attend la fin du confinement pour rejoindre ses copains de son ensemble. Quel est le nom de sa pièce qu'il va jouer? איך קוראים לקטע שאתה מנגן? שמש האביב. שמש האביב. Moi, j'étais malheureux, j'ai compris שמש העמים. Si vous connaissez, évidemment, j'ai compris le soleil des peuples, d'après Staline. Alors, je suis heureux que ce n'est pas Staline, que c'est Shemesh Aviv, le soleil du printemps. Alors, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Je pensais plus ou moins à la traduction. Toda. Merci beaucoup. תודה רבה. Shabbat Shalom. תודה רבה. תודה רבה. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Laurent, oui? Tu peux demander à Gad quelle est l'origine de son instrument, le oud. Alors, je vais activer juste Gad.
גד, שומע אותי? כן. יש שאלה, מאיזה מקור הכלי נגינה? הכלי נגינה במקור מפרס, אבל הוא נפוץ בכל המזרח התיכון, וזה ספציפית מתוניס. D'accord. Celui-là, il arrive de Tunis. Ah, ça tombe bien, je m'en doutais. Mais d'origine perse. D'origine perse, oui. Non, je dis ça parce que ma femme est tunisienne. Non, non, mais Je c'est ne sais d'origine pas. perse. Je aussi. Nul n'est parfaite, hein. גד, תודה רבה, ונתראה בקרוב. תודה רבה, יואב. Merci à tout le monde et à demain. Et on continue la semaine prochaine aussi, chaque jour à 14h. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci, à bientôt, au revoir. À demain.